Je ne suis pas ce que je pense être. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. Vous pouvez le relire. Certains d'entre vous me connaissent, la plupart sans doute pas. Pour certains, j'étais créateur de jeux vidéo dans les années 90 à Bordeaux. Pour d'autres, je suis le fils d'une famille de promoteurs, d'entrepreneurs et d'hôteliers du bassin d'Arcachon. Pour d'autres, je suis dirigeant du groupe Microsoft. Et pour d'autres, tout simplement Nicolas. J'ai vécu beaucoup d'aventures un peu incroyables, un peu hors normes, et je m'aperçois quand j'ai l'opportunité de parler dans des groupes ou des endroits comme ce soir, j'ai eu la chance de le faire, que beaucoup de fantasmes peuvent s'accumuler sur des moments de ma vie. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments d'expérience assez différentes, assez hors normes. À 21 ans, Apple investissait dans ma première start-up. À 24 ans, j'étais à New York sur la scène avec Bill Gates et les Rolling Stones pour le lancement de Windows 95, dont j'avais fait le premier jeu vidéo. À 26 ans, entre Wuhan et Shanghai, j'éditais Les Incollables et Le Père Castor pour les petits-enfants chinois. À 27 ans, mon entreprise rentrait en bourse, je devenais milliardaire 6 mois après. À 30 ans, la bulle Internet explosait, j'étais ruiné. À 34, j'étais dirigeant d'un grand groupe de médias. À 37, je produisais un des premiers titres de rap de l'année, diffusé toute l'année, numéro 1 de la diffusion sur Skyrock. Un peu plus tard, à 43 ans, je vendais une start-up à Microsoft. Toutes ces expériences de vie, tous ces moments, ce sont d'abord des rencontres avec des gens que je pensais inaccessibles au début de ma vie, et qu'avec le temps, j'ai apprécié pouvoir rencontrer, engager, connecter, parce que dans la vie, l'aventure humaine fait tout le sel et souvent toute l'aventure elle-même. Et en rencontrant des gens extraordinaires comme Steven Spielberg, avec qui j'ai travaillé pendant 1 an sur une adaptation cinématographique d'un de mes films, d'un de mes jeux vidéo, pardon, j'ai finalement, dans l'action, dans le travail de création, réalisé qu'au fond, il n'était pas différent de Pascal Barret, un directeur créatif formidable avec qui je travaillais à Bordeaux. Tout ce qui m'avait finalement satisfait dans mes relations avec l'un était tout à fait identique à ce qui m'avait satisfait dans les relations avec l'autre. Mais la barrière, la pression, la difficulté m'avait donné beaucoup de mal à engager cette relation. Pourtant, chaque fois que j'ai su dépasser ces moments, chaque fois que j'ai su engager les relations avec des gens formidables et porteurs, j'ai vécu des nouvelles aventures. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Celle-là est plus facile à comprendre. Quand je parle de ces rencontres, de ces aventures entrepreneuriales, très souvent, on me demande de parler de mes succès. Mais en fait, mes succès, c'est 1% de ce que j'ai fait, 1% de ce que j'ai réussi. 99%, c'était de l'échec, et parfois des très gros échecs. Et dans la vie, finalement, l'échec, c'est une opportunité. C'est facile à dire, c'est souvent difficile à réaliser, parce que, au fond, la première des limites qu'on se met, c'est à soi-même, c'est de sa capacité, c'est de son appréciation. Il n'y a rien de plus difficile d'avoir une appréciation honnête de soi-même. Et finalement, c'est peut-être le même muscle qui vous empêche d'engager des gens extraordinaires et de travailler avec eux, qui est celui qui vous limite et qui vous enferme. Il y a 5 ans de cela, avec Emmanuel Chepard, mon associé dans ma nouvelle aventure Space Cargo and Limited, nous avons décidé de revisiter une tradition viticole bordelaise, la cuvée Retour des Indes, qui consistait à faire vieillir du vin sur des bateaux tout au long du XIXe siècle. Plein de châteaux l'ont pratiqué, c'est spécifiquement Cos d'Estournel qui l'a lancé, mais Pontet-Cadet, Pichemont-Longueville, Lafite Rothschild et plein d'autres l'ont réalisé. Et parce qu'on est au XXIe siècle, on a eu l'idée de faire vieillir du vin sur la Station spatiale internationale. Au-delà du côté peut-être incongru, quand je vous raconte cette histoire, il y a une vraie raison. L'espace est un environnement très particulier. Quand on recrée la vie sur la Station spatiale internationale, on recrée tous les paramètres de ce qui fait la vie sur Terre, la pression, la température, l'oxygène, sauf un, la gravité. Et quand on enlève la gravité, on enlève des choses incroyables qui transforment la vie. Et le vin est non seulement le produit qu'on connaît, mais c'est surtout un concentré de vie. Dans le vin, il y a des bactéries, il y a des levures, des polyphénols, des choses assez fondamentales pour la santé humaine, la vie sur Terre.
Et nous avions l'envie de l'étudier, comme Louis Pasteur, qui l'a étudié pendant 8 ans. Il a découvert l'existence des bactéries et a forgé une connaissance qui a fait la médecine et les sciences de la vie moderne. Donc cette aventure, elle est partie avec cette idée scientifique, elle est partie aussi avec une idée simple d'entrepreneur qui est comment je vais financer un programme de recherche. C'est dur à financer, encore plus quand on va rechercher dans des choses qu'on ne connaît pas, l'environnement spatial. Et donc on est reparti dans l'idée de revisiter cette tradition bordelaise. On appelait ça la cuvée céleste. On a choisi un bon vin, du Pétrus, tant qu'à faire, tant qu'à s'embêter, et on est entrepris d'engager la NASA. Refus. On est allé voir l'Agence spatiale européenne. Refus. On est allé revoir la NASA. Refus. Des refus violents, presque agressifs. Et face à ça, finalement, c'est là qu'on a commencé notre aventure avec Emmanuel. C'est là qu'on a commencé à se poser des questions de fond sur qui nous étions, ce que nous voulions faire, quelle légitimité nous avions pour faire de la recherche scientifique, avec qui nous travaillons. On s'est associé avec un institut, l'Institut des sciences de la vigne et du vin, avec une rencontre. Denis Dubourdieu, son fondateur, un professeur et œnologue incroyable, qui a cru en nous. Une rencontre. Cette rencontre, elle a fait qu'en novembre 2019, après beaucoup de travail, avec un partenaire avec le CNES, nous avons envoyé nos 12 bouteilles. Elles sont revenues, elles sont étudiées aujourd'hui avec l'INRAE, avec le CNES. On a des découvertes assez incroyables qu'on va partager cette année. Et puis on a vendu ces bouteilles. C'est aujourd'hui la bouteille de vin la plus chère vendue au monde et ça finance 15 chercheurs à Bordeaux et en Allemagne dans ce projet assez incroyable. Donc l'échec, source de transformation, source de révélation, toujours de rencontre. Et pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'on entreprend ? Pourquoi on se lance ? Pourquoi on part dans des aventures ? Pourquoi je suis parti dans ces aventures-là ? Les raisonnables ont duré. Les passionnés ont vécu. Eh bien, pour ne pas avoir de regrets, bien sûr. D'abord, parce que finalement, on n'a qu'une vie. Finalement, on veut aller au bout de ses rêves. En tout cas, je suis toujours parti dans cette idée que la vie était trop courte et qu'il était important de regarder ce qu'on en faisait. J'ai grandi dans une école à classe unique, à Pilat-sur-Mer, avec une institutrice, Monique Iparigari, qui gérait un groupe de 25 élèves du CP au CM2. Et elle virevoltait d'un groupe à un autre. Et elle me donnait la confiance, l'envie d'apprendre. Et j'ai vécu sans doute les plus belles années de ma vie, de jeunes qui m'ont forgé ce goût d'apprendre, ce goût d'entreprendre, avec un autre maître qui est prof de ski. On parlait de montagne, j'aime les montagnes, et j'ai passé beaucoup de temps dans les montagnes. Et j'avais un prof de ski qui s'appelait Jean-Pierre Callès, qui avait 2 mots dans la vie pour avancer, attaque et attaque, qui généralement collaient l'un à l'autre. Et quand Jean-Pierre me faisait partir d'une piste noire, tout en haut, là, dans le brouillard, à l'âge de 8 ans, j'étais terrorisé. Mais avec lui, je prenais confiance, comme avec Monique. Et cette confiance, m'en suis nourri toute ma vie. Et en grandissant, je me suis dit qu'au fond, l'impact qu'on pouvait avoir sur les autres, c'était transmettre cette envie, transmettre cette confiance. Quand j'ai créé Callisto, la première expérience de vie professionnelle que j'ai eue à l'étranger, c'était à 21 ans, d'aller voir Apple à San Francisco. Ils souhaitaient investir dans mon entreprise. Et avant le rendez-vous, je suis allé me promener dans un centre commercial. Et je vois un groupe d'une dizaine de gamins agglutiner à un écran dans un magasin de jeux vidéo. Alors curieux, je me dis, qu'est-ce que je peux apprendre de ces joueurs américains ? Qu'est-ce que je vais ramener à Bordeaux de savoir, d'opportunités ? Je m'approche de l'écran, je regarde, c'est notre jeu, c'est mon jeu. Ils sont en train de se marrer à mon jeu, à jouer avec, à passer des heures, à se lancer des défis. Je suis resté 4 heures dans ce magasin, et pendant 4 heures, ils n'ont pas descotché de l'écran. Et ils ont parlé, ils ont amusé, ils rigolaient formidablement. C'est ce type de moment que j'ai cru toujours important de cultiver dans tout ce que j'ai pu faire. Et c'est toujours une question de rencontre, de moments de connexion. Quand j'ai édité Le Père Castor en Chine, j'ai d'abord rencontré François Fauché chez Flammarion, et on nous en parlait avec passion de ce qu'était l'éducation, la transmission, l'envie d'impacter la vie des autres. La Chine est un pays extraordinaire, mais qui est une dictature, qui a connu une révolution culturelle, qui a complètement balayé l'édition et le système éducatif de manière très durable. Et comme avec mon entreprise de jeux vidéo, j'adaptais Les Incollables, Père Castor, tout un tas de livres pour enfants sur des formats numériques. Je me suis dit, mais pourquoi pas acheter les droits de ces livres et les éditer en Chine. Je n'étais ni éditeur de livres, je n'avais jamais été, ni évidemment connaisseur de la Chine. J'étais passé 3 semaines en vacances.
Mais pourtant, je me suis installé en Chine et j'ai vendu plus d'1 million de livres avec cette rencontre avec François Fauché, avec Jérôme Salté, le créateur de Playback, des Incollables. Apple, qui a lancé mon entreprise, était aussi une rencontre. Un des dirigeants d'Apple passait ses vacances sur le bassin d'Arcachon. J'ai tourné 4 heures autour de sa maison. Quand vous avez un gars de 2 mètres qui tourne 4 heures autour de votre maison, c'est difficile, mais lui a ouvert la porte, on a parlé, il nous a donné une chance, on l'a saisi. Plus récemment, quand j'ai lancé mon nouveau programme, mon nouveau projet, j'ai rencontré un ingénieur de Thales Alenia Space à qui j'ai raconté mon envie de créer un vaisseau spatial. C'est ce que je fais aujourd'hui. Un vaisseau de 5 mètres de long, de 3 tonnes, qui va voler à la fin 2025, avec à son bord un laboratoire et une unité de production pour fabriquer les médicaments, pour développer des solutions pour l'agriculture de demain, une agriculture étonnamment bio, mais dont l'accélération a été marquée par l'absence de gravité dont je vous parlais, et qui prépare des solutions pour l'agriculture sur Terre, la viticulture et l'agriculture de demain. C'est ça qui me motive, et là je me dis qu'avec un peu plus d'âge, peut-être qu'on peut transformer plus durablement encore quand on va au bout de ses rêves, quand on va au bout de ses rencontres, quand on ne se limite pas par ses préjugés, par ses propres limites, celles qu'on s'impose. Alors je vais vous laisser sur une phrase. On ne meurt qu'une fois, mais c'est si durablement. Vivez.